Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Ces manufactures, ces fabriques, pour les comprendre, il ne faut pas simplement voir ceux qui les dirigent, mais il faut voir les ouvriers. Il faut aller faire ce que la tapis dit, mettre la main à l'œuvre et donc interroger les fabricants, les artisans dans le domaine du textile, dans d'autres domaines, pour comprendre que cela permet de comprendre que le monde des Lumières, c'est pas simplement des savoirs qui sont médiatisés dans des grandes académies, c'est aussi des savoir-faire. Hein, c'est aussi ces espaces intermédiaires qui permettent à différents mondes sociaux de s'interroger, peut-être pas toujours de se comprendre, mais en tout cas de se rencontrer. C'est amusant parce qu'en lisant votre ouvrage, en découvrant ce personnage, j'avais l'impression de relire un peu ce qu'avait fait Vauban à l'époque quand il voyageait dans la France, un peu partout, là, sur sa, je ne sais plus comment on appelait ça, la Basterne, et qu'il notait et que justement il faisait tout un tas de statistiques, il allait voir les paysans, il allait voir comment ça se passait. On a l'impression qu'il y a une espèce de légitimité, de grandes lignes de conduite entre ces personnes. Oui, c'est vrai. Il y a en tout cas... volonté de comprendre, en fait. Oui, de comprendre. Et je dirais qu'un des mots-clés, à mon avis, de la culture du voyage au XVIIIe siècle, c'est le mot d'observation. Et cette observation, elle est déjà, d'une certaine manière, pour reprendre un terme anthropologique, elle est participante. C'est-à-dire que ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on n'observe pas les réalités de loin, mais, comme le suggère Diderot lorsqu'il vante ses planches de l'encyclopédie, on rentre dans les ateliers pour comprendre comment les objets se fabriquent. Hein, donc, ça serait tout à fait faux de penser à les Lumières comme un petit monde d'intellectuels qui prétendent refaire le monde. Non, les Lumières sont des expériences éprouvées au fil du terrain, au ras du sol. La tapis en est un exemple, mais parmi d'autres. Et c'est aussi très intéressant sur la culture du voyage et sur la géographie de l'Europe et sur l'histoire de l'Europe, car pour la première fois au XVIIIe siècle, contrairement au Grand Tour où on allait de ville en ville, de cour en cour, eh bien pour la première fois, ces voyageurs vont se donner les moyens de comprendre une Europe qui est une Europe des campagnes, une Europe des montagnes, une Europe des littoraux, une Europe des arrière-pays. Ils vont mettre en connexion ces différents espaces et donner à la géographie européenne une réalité qui est davantage pleine et entière. C'est amusant, ça. On retrouve encore l'opposition entre le savoir et l'expérience. Comme très souvent, tout au long de l'histoire. Oui, mais avec cette volonté, justement, la notion d'expérience, effectivement, est aussi une notion intéressante, mais qui n'entre pas en contradiction avec cet idéal de l'observation qui est appliqué à une multitude de champs. J'ai retrouvé, pour filer la métaphore et la continuité des archives de la tapis, ce qui était extraordinaire, c'est qu'après la découverte des éphémérides, les différents descendants de la famille de la tapis se sont mis à se parler, sont mis à échanger, m'ont fait confiance en tant qu'historien, et donc m'ont envoyé des tas de documents. Et donc, outre ces éphémérides, j'ai découvert énormément de choses à travers les lettres adressées par la tapis aux descendants Montesquieu, à travers des notes de voyage, enfin, à travers ce que j'appelle finalement une archive du voyage qui ne tient pas simplement à un journal qu'on écrit, mais à une multitude de documents. Et les archives de voyage de la tapis, on le sait aujourd'hui, c'est une des plus belles, des plus profuses, des plus complètes archives de voyage de tout le XVIIIe siècle européen. Et parmi ces documents, il y a un tableau des observations pour un voyageur. Et dans ce tableau des observations pour un voyageur, on voit en fait tout ce qui caractérise la culture des Lumières, c'est-à-dire évidemment les villes, évidemment les sociabilités, mais aussi l'agriculture, mais aussi les mœurs, mais aussi les habitants. Hein. C'est ce regard synoptique, comme la tapis le qualifie sur le réel, qui nous offre et qui est très moderne, je crois, aussi aujourd'hui, parce qu'on vit dans une société où... il y a le divorce entre les deux grandes cultures qui a produit le 19e siècle, entre la culture scientifique et la culture, des humanités, la culture des lettres. Au 18e siècle, on ne pensait pas du tout le monde comme ça. On pensait vraiment le monde comme sous la forme d'une interaction entre les différents champs de connaissances. Et la tapis et les voyageurs du 19e siècle nous montrent que ce regard synoptique est un regard finalement extrêmement... précieux tel qu'on peut l'adopter aujourd'hui dans la perspective justement aussi d'une crise qui est la crise qui nous touche par rapport aux questions de l'environnement. On est d'accord. On peut se poser la question sur des rumeurs potentielles à propos, pour revenir sur Montesquieu et la tapis, ce serait pas un fils caché par hasard ? Alors on l'a écrit. Quelques gens ont suggéré la piste. C'est curieux quand même. Jean Lacouture dans sa biographie de Montesquieu, un certain nombre d'érudits. Alors, on s'est demandé pourquoi effectivement
effectivement Montesquieu avait pris sous son aile, parce qu'il raconte quand même que lorsqu'il écrit l'Esprit des lois, il se promène à travers la campagne avec la Tapie, qui a une dizaine d'années. Il fréquente la tante maternelle de la Tapie, qui est, dit-il, sa Madame de Tencin de la Brède. Donc il y a une véritable proximité. Là, on n'a pas la réponse, mais ce qui est vrai, c'est que dans ce rapport, dans cette notion de famille choisie, dans ce nomadisme social que la Tapie revendique, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transmission et de cette société en mouvement. Une société en mouvement sur le plan géographique, mais aussi une société en mouvement sur le plan social, c'est-à-dire la possibilité qui est offerte à un certain nombre d'individus, il y en aura bien d'autres dans le siècle, de s'extraire de la classe sociale pour prétendre, par leur talent, comprendre et éclairer le monde. D'accord, une sorte de disciple. Oui, on le voit bien à travers la fête de la Rosière. Hein. Ouais, le dernier acte qu'il accomplit, c'est un acte en l'hommage de son père putatif, en l'hommage de Montesquieu. Les techniques, les disciplines qu'il utilise justement pour raconter ses voyages. D'abord, comment il écrit ? Comment on écrivait à ce moment-là ? Est-ce qu'on écrit dans les carrosses ? Est-ce qu'on écrit quand on est dans les hôtels ? Oui, alors ça, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, on écrit d'abord beaucoup. Le XVIIIe siècle, c'est un siècle qui est fasciné par le voyage, mais aussi qui ne peut pas concevoir l'utilité d'un voyage si elle n'est pas associée à une mise à l'écrit de ce voyage. Et donc, en fait, il écrit tellement que, d'une certaine manière, son expérience d'écriture contredit son expérience de voyageur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se retire de sociabilité pour aller écrire, pour aller composer le résultat de sa journée. Les éphémérides, le titre même d'éphéméride est intéressant parce que les éphémérides, on le sait tous aujourd'hui quand on écoute la météo, c'est les cycles du ciel. Hein. Et en fait, il opère ce que fait Rousseau aussi dans ses Confessions, un transfert des cycles du ciel au cycle de l'âme et au cycle de compréhension du monde. C'est ça les éphémérides, c'est comprendre le monde tel qu'il est autour de moi. Et pour ça, il faut faire feu de tout bois, si je puis dire, et restituer, alors à travers l'alphabet secret, on l'a dit, mais aussi il va jusqu'à restituer les conversations intimes et personnelles qu'il a eues avec ses interlocuteurs du jour. Alors Voltaire, bien sûr, mais aussi d'autres personnages. Donc on a ce qu'on appellerait aujourd'hui des anecdotes extrêmement savoureuses, des bons mots. On comprend aussi comment on riait, comment on avait honte, comment on se mettait en colère à l'appui de cette restitution donc dialogique, de dialogue qui se trouve à l'intérieur des éphémérides. Donc oui, un grand temps consacré à l'écriture, ce qui montre que cette écriture avait une fonction, je crois, principalement, qui était une fonction de mémoire. C'est-à-dire que les voyageurs avaient conscience que lorsqu'ils pourraient relire, et d'ailleurs il y a des notes, il n'y a pas simplement un texte, mais il y a aussi ce qu'on appelle des marginalia, c'est-à-dire des informations qui se trouvent dans la marge, pour permettre de retrouver où on était à tel endroit, quel personnage on a rencontré, revivre en quelque sorte le voyage par procuration. Et alors ça c'est très important pour la Tapie, parce qu'en fait j'ai découvert que le voyage de la Tapie en France et en Italie, accompli donc entre 1774 et 1767, c'est presque un voyage par procuration. C'est le voyage que le fils de Montesquieu aurait rêvé d'accomplir, mais qu'il n'a pas accompli. Le fils de Montesquieu, c'est Jean-Baptiste de Secondat. C'est quelqu'un qui est terrorisé par terrorisé, le mot est peut-être un peu excessif, mais qui est paralysé plutôt par la gloire posthume de son père. Montesquieu devient, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, une référence philosophique incontournable. En Europe, en Amérique, sa théorie de la séparation des pouvoirs est très lue. Et donc, on le presse, Jean-Baptiste de Secondat, son fils, pour accueillir plein de visiteurs au château de la Brède, pour livrer les manuscrits inédits de Montesquieu, etc. Et donc, face à ces pressions, si vous voulez, il se terre, il s'enferme un peu dans son château de la Brède, mais il envoie son secrétaire La Tapie voyager à sa place. Et donc, dans les lettres que La Tapie envoie au fils de Montesquieu, on découvre une sorte de voyage par procuration, un voyage qui a permis au fils de Montesquieu de découvrir des territoires, des personnages, de résoudre aussi des questions scientifiques ou philosophiques que lui-même n'aurait pas pu résoudre, car, il faut bien le dire, il était un petit peu... il était beaucoup plus sédentaire par rapport au tempérament de voyageur qui était celui de son secrétaire La Tapie. Notre La Tapie avait des relations aussi avec des savants, avec d'autres savants, on sait, oui, philosophes évidemment. Absolument, avec un certain nombre de... C'est d'ailleurs un des objectifs du voyage, que de rencontrer d'autres personnalités. Alors, ce qui est intéressant dans le monde savant, c'est... La Tapie, j'ai donné plusieurs disons, interprétations de ce qu'il incarne. Il était...
inspecteur des manufactures, donc il s'intéressait aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui des sites productifs. Il était aussi botaniste et il s'intéressait, disons, il s'est intéressé également à l'art des jardins. Et alors, la botanique au XVIIIe siècle, c'est un champ de savoir extrêmement important qui est développé en France par les Jussieu et par Buffon, mais qui connaît aussi d'autres grands savants. En particulier, on sait le savant Linné, qui est le savant suédois, qui a introduit cette classification binominale des espèces dont on se sert encore aujourd'hui pour classifier les espèces de plantes. Et la France est à cette époque-là assez peu linnéenne, car elle suit la leçon de Buffon. Et alors, ce que j'ai découvert en lisant les écrits de Latapie, c'est que Latapie est celui qui a amené en quelque sorte le linnéisme en France, en tout cas dans la région bordelaise. Qu'est-ce qui se passe ? Lui, il a suivi les leçons de Jussieu à Paris, mais lorsqu'il est en Italie, il fréquente des milieux extrêmement cosmopolites, des milieux savants, en particulier à Rome, qui l'initient à la classification linnéenne. Et au retour, à son retour à Bordeaux, il va introduire auprès de ses élèves quasiment un culte accompli le jour de la Saint-Charles, il s'appelle Charles von Linné, qui va en quelque sorte favoriser, développer cette culture classificatrice linnéenne dans le Bordelais. Donc ça, c'est une dimension tout à fait importante dans les transferts de savoir, dans les transferts de connaissances. Et puis l'un des autres grands apports de Latapie sera celui lié à l'art des jardins. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.